Alors Marius, peut-être encore terminer encore avec une nouvelle fonction, enfin pas nouvelle, mais une fonction encore à assurer qui nécessite aussi peut-être des enjeux sur nos campus. Mais là, je te cède la parole, c'est la question de la médiation scientifique ou de la communication scientifique au sens large. Mais donc on va parler de choses qui sont très en phase avec ce qui vient d'être dit, et simplement cette différentes manières de les présenter. Il y en a un qui était plutôt une évolution historique, qui amène justement à ces nouveaux besoins et à ces nouveaux rôles pour l'université. Je dirais une dimension plus expérimentale, plutôt frontline de ce que peut être la médiation scientifique. Et ici, j'ai choisi d'aborder un peu justement cette question-là de façon un peu plus générale, pour aborder cette question de la communication. Alors, le titre était « Communication scientifique ». Mais la communication scientifique, on la voit souvent comme étant, voilà, un nouveau chercheur a fait une nouvelle découverte, a publié un nouvel article, et tout d'un coup, il y a un communiqué de presse qui permet de vulgariser ça et de le faire savoir. Mais ça fait partie, c'est un sous-ensemble général de la diffusion des savoirs. Et la diffusion des savoirs, c'est une vision par laquelle, en fait, on cherche, c'est une vision un peu unidirectionnelle qui part des universités et qui va vers la société et la citoyenneté, qui est elle-même un sous-ensemble de la médiation scientifique, qui est un concept plus récent, par lequel il y a une relation qui va dans les deux sens entre université et société. Et donc la première chose que j'ai voulu faire, en fait, quand j'ai voulu essayer de mieux voir comment, en tant qu'institution, et donc dans mon rôle de vice-recteur, comment est-ce qu'on pouvait se positionner, c'est essayer d'identifier les besoins et d'essayer de cartographier un peu ce qu'on avait en présence. Et donc ce que je vais faire ici, c'est en fait vous partager un petit peu l'état de cette cartographie. Ça permet de structurer un peu la manière de penser ça et la manière dont on va le faire, et alors de montrer aussi en quoi toute cette activité a aussi un ancrage local sur nos campus. Alors, simplement, ça c'est un schéma, donc il y a un certain nombre de mécanismes par lesquels l'université en fait contribue déjà à l'université. Donc l'université, bon, sa mission première, et comme ça a été rappelé, ça a été ses différentes missions au travers de l'histoire, c'est un lieu de savoir et d'expertise, et qui en fait est en lien avec différents acteurs de la société. Alors les médias, ça passe déjà assez fort occupé par tout ce qu'on appelle la com-recherche. Tout ce qui se dirige vers les entreprises, c'est toute la valorisation économique, le transfert de compétences. Alors, il y a une valorisation non économique qui est en fait un axe un petit peu moins développé, mais qui, je pense, qu'il mériterait de l'être plus, qui est tout ce qui est vers le gouvernement, le service public et le secteur associatif. Il y a toute une activité qui est menée depuis assez longtemps par Inforscience et par d'autres acteurs qui visent vraiment à mettre en lien l'université et les écoles secondaires. Et puis il y a cette mission vers le grand public où il y a à la fois cette diffusion des savoirs et cette médiation scientifique qui interviennent selon que ce soit unidirectionnel ou que ça aille dans les deux directions. Et donc la première chose que j'ai voulu faire, c'était d'essayer de cartographier un petit peu qu'est-ce qu'on faisait dans l'institution et qui le faisait. Et j'ai abouti à ça, et ça m'a permis de constater à quel point on avait une série d'activités et d'acteurs qui étaient extrêmement éclatés dans l'institution. Donc vous avez à gauche, je dirais un peu une typologie des activités qui peuvent, je dirais... Alors ici, dans toute cette cartographie, c'est surtout sur la diffusion scientifique. Donc les différents types d'activités, donc on a des expositions, des conférences, il y a des événements. Il y a une série d'événements, ma thèse en 480 secondes, Science and Cocktail, la nuit des chercheurs, la fête de l'Iris, le festival de films scientifiques, le SPSD. On a des musées, on a un projet assez récent qui est Prism, dont je vais parler dans un instant. On participe à The Conversation, qui est une espèce de média contributif auquel les universités participent. Il y a des ateliers, il y a des chaînes YouTube, il y a des podcasts, il y a des sites web, il y a des réseaux sociaux. Et puis vous avez toute une série d'acteurs qui sont impliqués dans ça, donc ULB Culture, la com recherche de l'ULB, le département recherche, les chercheurs eux-mêmes, la cellule Inforscience, Home, le réseau de musées, le CEPULP, et je me rends compte que j'ai oublié, en fait, quand je l'ai fait, depuis que je l'ai fait, j'en ai encore rencontré d'autres. Donc voilà, il y a pas mal d'acteurs qui sont là. Et alors, selon ce qu'on fait, on se rend compte qu'il y a toute une série d'acteurs qui interviennent.
et qui sont mobilisés un petit peu de façon simultanée. Et effectivement, c'est là qu'on a un certain nombre d'activités qui sont ancrées dans les campus. Typiquement, les expositions se déroulent dans des lieux, intramuros ou extramuros, mais ce sont des opportunités justement de faire venir des personnes extérieures à l'institution sur les campus et de voir ce qui s'y passe. Même chose pour les conférences, qui sont aussi des possibilités de faire venir du grand public. Et puis là, il y a toute l'activité très, très importante du CEPULB vis-à-vis du public particulier, des personnes qui sont plus âgées. Et puis, vous avez une série d'événements qui impliquent aussi toute une série, et je ne vais pas tous les passer en revue, ce serait trop long, mais je dirais que tous les 4 premières cases ont généralement un ancrage, je dirais, dans les campus, et en particulier au Sol Bosch. Et vous avez comme ça tous ces musées au centre de culture qui contribuent, en fait, qui sont des lieux qui participent justement à cette diffusion des savoirs. Puis vous avez des activités qui sont un petit peu plus virtuelles, mais qui parfois ont besoin de s'ancrer de façon à la fois que les acteurs soient plus visibles et que ça s'ancre un peu dans les campus. Vous avez le webzine Prisme qui a été créé il y a un peu plus d'1 an et qui vise justement à essayer de donner différentes perspectives. Donc c'est aussi un projet en fait de co-création, mais pas de co-création avec des gens extérieurs à l'université, mais c'est un webzine qui est conçu et réalisé par les étudiants en lien avec les chercheurs. Il y a assez peu de projets comme ceux-là qui permettent de mettre en lien des étudiants avec des chercheurs, mais qui contribuent aussi à cette diffusion parce que le format est pensé pour être un format facilement accessible par les jeunes, y compris en dehors de notre communauté universitaire, avec un besoin de s'ancrer aussi avec un certain nombre d'activités sur les campus pour en faire un peu la promotion et pour faire connaître et faire vivre un peu ce webzine. Et puis vous avez toute une série absolument, que j'ai découverte, très très vaste et diversifiée d'activités qui sont portées par nos chercheuses et chercheurs, avec des podcasts, avec d'autres qui font des capsules vidéo. Alors j'ai pris quelques exemples pour illustrer un peu ça. Il y en a un qui est 1000 grammes de savoir, qui est un podcast de psychologie qui tourne autour de la psychologie cognitive, qui a été mis en place par l'équipe de recherche d'Olivier Klein. Il y a un autre qui sont toutes des capsules vidéo autour de l'espace. Il y a tout un projet qui a été fait de web documentaire autour des migrations. Vous avez un site web qui donne en fait qui a traduit une série de cours et qui vise la société dans son ensemble et éventuellement des personnes qui peuvent être intéressées là-dedans. Et donc il y a toujours cette même démarche qui est celle de rendre un certain nombre de savoirs accessibles. Donc il y a une démarche de vulgarisation et qui se rapproche de la mission d'expert que j'ai pu avoir, parce que les traits communs, c'est qu'on cherche à donner à tout un chacun des éléments, des clés de compréhension de questions qui touchent aux grands enjeux contemporains, de façon à permettre à chacun de se créer sa propre opinion. Donc, et c'est assez intéressant parce que dans toutes ces démarches, ce qu'on retrouve souvent chez les personnes qui sont les plus actives, c'est vraiment cette volonté de communiquer. Et je pense que souvent, ça permet de retrouver du sens. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un contexte qui n'est pas très évident pour les missions de l'université, où effectivement, comme je pense Grégoire y a fait allusion, où les missions premières d'enseignement et de recherche subissent des pressions qui sont importantes. Il y en a une au niveau de l'enseignement qui est la massification de l'enseignement. Je pense que ça a fait l'objet de pas mal de discussions précédemment, mais qui est aussi, qui se traduit aussi par une forme d'utilitarisme aussi. C'est-à-dire que l'université, c'est aussi devenu, sous une forme de pression extérieure, un lieu utilitariste qui permet d'avoir un diplôme et peut-être un emploi, et qui éloigne parfois certains enseignants de ce qu'ils aiment faire. Et donc je pense pour retrouver du sens, il y a à la fois les missions premières, enseignement et recherche, mais qui sont sous des pressions assez fortes,
Mais c'est toute cette troisième mission de communication scientifique, de diffusion des sens, permet au contact justement de citoyens, au contact de l'extérieur, de partager ses passions et de redonner du sens à ce métier. Et donc, le dernier aspect, j'en ai peu parlé, donc c'est celui effectivement de la médiation scientifique. Et là, il y a toute une série d'initiatives qui ont été prises par différents acteurs ici aussi, qui ont pour vision, comme très commun, d'animer cette relation entre université et citoyens dans les deux directions. Et donc, on vient de parler beaucoup du Brussels Open Lab, mais il y en a d'autres. Il y a le Policy Lab, il y a la Law Clinic, il y a le Fab Lab, et je pense qu'il y en a d'autres en projet. Et ce qu'on peut en retenir, et comme très commun, c'est qu'en fait, je pense que il faut conserver et déployer cette multiplicité et cette diversité de modes de communication. Il n'y a plus, dans l'évolution historique qu'on a connue, il n'y a pas un canal, il n'y a pas un modèle, il y a une diversité, une multiplicité de modes de communication qui s'alimentent les uns les autres. La deuxième chose, je pense que c'est important de maintenir toute une série d'actions qui sont ancrées dans les lieux. Parce qu'on n'est pas une université virtuelle, on est une université dans la ville, avec des campus, avec des lieux qui ont une histoire. Et je pense que ce colloque est une excellente manière de le rappeler. Et que donc, se rappeler lorsqu'on communique, de dire d'où on vient, d'où on parle, même si c'est une communication virtuelle, et essayer autant que faire se peut d'avoir des lieux d'échange et de rencontres, de ne pas penser que simplement on peut être uniquement dans le virtuel. La troisième chose qui est vraiment très importante en termes de communication, je pense que la communication est d'autant plus vivante et plus active et plus efficace qu'elle fait intervenir immédiatement les acteurs. C'est-à-dire que lorsqu'on sous-traite entre guillemets la communication à des gens qui vont être chargés de rédiger un communiqué de presse, ou alors ils vont le faire très bien, mais ce ne sera jamais aussi parlant que si on a la possibilité de faire intervenir les acteurs directement dans cette communication et d'essayer, entre guillemets, d'éviter qu'il y ait trop d'intermédiaires, parce que c'est plus susceptible de dénaturer le message. Et le dernier lieu, c'est jamais oublier l'importance, effectivement, des rencontres physiques. Donc, je parlais de l'ancrage dans les lieux, mais ces rencontres physiques sont, il me semble, très, très, très importantes. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les 4 points qui me semblent importants à souligner autour de ces questions de communication. Et peut-être pour clôturer, donc ce travail, je dirais, de cartographie qui a été fait ici nous a permis, au niveau des autorités, de mesurer en fait l'éclatement des acteurs, et cet éclatement, il a plusieurs conséquences. C'est-à-dire qu'il rend toute une série d'actions moins efficaces, d'une part, et deuxièmement, il compromet la visibilité de tout ce que fait l'université en matière de diffusion et de médiation scientifique. Et donc, il y a vraiment un intérêt à structurer ça et à mieux visibiliser ça pour que, du point de vue de la société, on puisse se rendre compte que l'université, ce n'est pas uniquement un lieu de production de savoir et un lieu d'enseignement, ou je dirais de production de diplômés, mais c'est aussi un lieu d'échange où tout un chacun est susceptible de trouver des savoirs et éventuellement d'échanger avec des personnes qui sont extrêmement compétentes dans leur domaine. Voilà, donc là, il va y avoir des initiatives de notre part pour essayer de mieux visibiliser et structurer toutes ces activités qui jusqu'à présent ont été très éclatées parce qu'elles émanaient des acteurs eux-mêmes, mais je pense qu'il y a vraiment un rôle très important et qu'on a tout intérêt à visibiliser mieux cette mission. Et alors, un dernier lien qui est fait, donc vous avez parlé tout à l'heure des changements dans l'évaluation de la recherche. Et donc, il y a tout ce document qui a aussi été... et donc, on est tout à fait conscient de cette évolution. Et donc, hier, on a eu la réunion du Conseil de la recherche où a été présenté le texte. Et donc, il va y avoir un travail de discussion, mais on ne veut pas imposer ce texte. On veut discuter avec les différents acteurs de l'université pour qu'ils y souscrivent pleinement. Et c'est effectivement une évolution qui est tout à fait souhaitable pour notre institution parce qu'on se rend bien compte qu'un des grands freins à l'investissement des acteurs dans cette médiation scientifique, c'est que c'est relativement peu valorisé jusqu'à présent en termes de projet ou en termes de carrière, et que donc ce
ce goulot, enfin ce frein-là, en fait, on peut le lever uniquement si on revoit la manière dont on évalue à la fois les projets et les carrières, et donc on valorise mieux, en fait, à tout niveau, une plus grande diversité de production scientifique. Voilà. Donc on a deux problèmes qui sont liés ici, qui sont à la fois l'activité, mais la valorisation de cette activité, et donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur les deux conjointement pour pouvoir mieux remplir cette nouvelle mission qui est effectivement une demande sociétale très forte. Voilà, je vous remercie.